Salut Laurent, Théo, comment ça va? ça va, j'ai voulu me connecter sur mon ordinateur, mais apparemment ça ne voulait pas, donc c'est pas grave. Mais bon, écoute, tu es là, bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir, en tout cas que tu me rejoignes dans ce superbe studio de la chaîne d'Alexandra. Donc, je t'avais soumis, aux autres collègues, plusieurs thèmes de live que j'avais envie d'aborder. Celui-ci t'avait parlé. L'idée était d'aborder la notion de riche, enfin richesse, pauvreté, de riche ou pauvre. Alors dans la question du sujet, il y a déjà un peu la réponse, mais est-ce que c'est une question de montant ou est-ce que c'est une question d'état d'esprit? Et j'avais presque envie de rajouter en préparant ce live, c'est peut-être même une question de regard. Et en fait, tu avais accepté de venir me parler avec moi de ce sujet. Voilà, donc je vais te demander si tu veux bien, dans un premier temps, te présenter. Voilà, on va ensuite démarrer sur notre philosophie du jour. Ouais, alors en quelques mots, je suis donc Laurent Blanchard, je suis le petit Suisse de notre volet d'étudiants la relation à l'argent chez Christian Junot en 2021. Je suis basé entre Genève et Lausanne, au bord du magnifique lac Léman. Et je suis coach, thérapeute, holistique, énergéticien, enfin plein de choses différentes qui, tout ça me permet d'aider les gens à se reconnecter à leur essence, à ce que moi j'appelle la soi-mémitude, qui est l'art d'être soi-même, en allant chercher au fond de soi quelle est notre raison d'être, notre mission de vie. Et ensuite, c'est d'aller se poser la question de pourquoi est-ce qu'on ne le vit pas tous les jours et qu'est-ce qui nous empêche de le faire. Et là, c'est là où j'amène les gens à faire la paix avec leur histoire, que ce soit en termes de relations à l'argent, que ce soit en termes de plein de choses, de l'éducation, des relations avec d'autres personnes. Ils font qu'aujourd'hui, les gens sont souvent dans une vie qui pense être celle qu'on attend d'eux, mais pas celle qui est profondément la leur. Donc voilà un peu ce qui m'appelle. Et puis, il y a un deuxième volet qui est l'accompagnement d'entreprises qui se transforment dans les nouvelles manières de diriger. Et je fais partie d'un consortium un consortium d'une entreprise en France, à Nantes, qui s'appelle Nouvelle Expérience, avec laquelle on accompagne des entreprises qui se transforment dans ce qu'on appelle des entreprises collaboratives ou entreprises libérées. Et je fonctionne là-bas comme coach, facilitateur, et puis ce genre de compétences que j'ai développées depuis à peu près une dizaine d'années maintenant. Ok, donc tu accompagnes si j'ai bien compris, donc les particuliers, mais aussi les dirigeants d'entreprise qui veulent mettre peut-être plus d'éthique, plus de conscience dans leur management, c'est ça? Disons, c'est des entreprises dans lesquelles les managers deviennent des coachs qui ne sont pas ceux qui savent et qui montrent aux autres et qui demandent aux autres de faire des choses précises. On met en place un environnement dans lequel les gens viennent au travail pour contribuer à quelque chose qui est aussi peut-être leur raison d'être ou quelque chose qui leur parle vraiment. Et on leur donne la confiance, ils peuvent prendre leurs responsabilités dans le champ qui est le leur. Et du coup, ça, avec l'intelligence collective, donc le collaboratif, on laisse ces entreprises vraiment se développer avec la capacité de chaque employé et pas d'avoir juste des têtes pensantes et des grands savants en quête de pouvoir qui, eux, dirigent, alors que généralement, c'est ce qui va freiner la performance des entreprises. Donc, l'idée, c'est de redonner le pouvoir aux gens, en fait, dans l'entreprise, pour faire leur travail du mieux qu'ils peuvent, du mieux de leur conscience, en lien avec la vision et les valeurs de l'entreprise. C'est un peu ça le principe. Peut-être aussi, enfin, ce que j'entends, c'est aussi de permettre à tous les collaborateurs, qu'ils soient managers ou pas, d'occuper leur place dans le système, en fait, dans l'organisation, dans l'entreprise. C'est un peu le principe que j'utilise dans le privé autour de l'ikigai, quelque part, c'est de prendre conscience de qu'est-ce qu'on aime faire, quel est notre talent, à quoi on veut contribuer, dont l'entreprise a besoin, et de pouvoir se placer à cet endroit-là et pas juste aller faire un travail parce que ça nous rapporte de l'argent en fin de mois. Et puis peut-être c'est pas quelque chose qui nous correspond forcément. Donc c'est vraiment de trouver ce point dans lequel on s'épanouit pleinement et puis après on nous donne les outils et les moyens de faire ce travail au service de l'entreprise, bien sûr, parce qu'elle nous paye pour bien travailler. Donc on va quand même travailler dans l'optique de faire que l'entreprise soit rentable, mais quelque chose qui nous parle à nous, quoi. Oui, de l'animer différemment en partant de soi. C'est ça, exactement. Et c'est une forme de création de richesse. Oui, bien sûr, la richesse humaine. D'ailleurs, dans cette entreprise qui est un consortium de plusieurs entreprises qui crée le groupe Innovol,
Certaines de ces entreprises à l'intérieur, les ressources humaines, ils appellent ça les richesses humaines. Ça reste RH, mais c'est plus ressources humaines, c'est vraiment les richesses humaines. Ça me fait penser à une citation que j'avais oubliée. Il n'est de richesse que d'hommes. Okay. Je crois que c'est alors c'est un économiste, mais je ne sais plus lequel, donc je dirais des bêtises. Et donc, ça fait une belle transition avec notre sujet, qui est... alors, pourquoi je t'ai invité à parler de ce sujet? Parce que déjà, on discute assez facilement ensemble sur quel que soit le sujet, mais souvent en lien avec notre discipline commune, qui est en effet la relation à l'argent, puisque nous avons suivi la même formation ensemble. C'est pour ça que je dis que tu es mon collègue, parce que vraiment, nous sommes collègues. Souvent, je ne sais pas, toi, ce que tu rencontres comme principale difficulté apportée par tes accompagnés, mais j'ai remarqué que souvent, dans les souhaits, dans les peurs, dans ce à quoi les personnes que j'accompagne aspirent ou redoutent, il y a souvent le mot riche, enfin l'étiquette riche ou pauvre qui arrive dans, par exemple, si tu atteignais la situation dont tu rêves, qu'est-ce que ça dirait de toi? Et souvent, il y a, soit je serai riche, et c'est pas toujours vu de manière positive, ou qu'est-ce que tu risques en continuant à fonctionner comme tu fonctionnes? Eh bien, il y a parfois cette ombre du pauvre, de dire oh je vais devenir pauvre, ou c'est la pauvreté qui me fait peur. Et bien sûr, on va vite, quand on parle d'argent, on va vite parler de richesse matérielle, de richesse dans les montants, mais on commence, nous en tout cas, qui regardons l'argent d'un autre côté, on commence aussi à mettre en avant l'autre forme de richesse qu'il y a aussi à développer. Mais c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de discuter sur ce sujet. Alors, est-ce que toi, ce sont des craintes ou des rêves que tu contactes assez facilement, régulièrement avec les personnes que tu accompagnes ou pas? Ce que moi je rencontre parfois, c'est des gens qui voient très petits en fait, qui voient dans un espèce de petit cadran dans lequel ils ont l'habitude d'être, et puis sortir de ce cadran, c'est un peu la question qui leur vient, c'est mais qui suis-je pour m'autoriser à finalement faire comme j'ai envie ou comme ça. Et du coup, il y a un très gros travail qui est à faire aussi, c'est essayer d'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être, de voir plus grand, quel serait le vrai rêve derrière ça, plutôt que de juste se dire, tiens, moi, une petite vie tranquille où on me fout la paix, je gagne mon argent pour payer mes factures, ça me va très bien. Puis, si c'est bon pour eux, ok, mais généralement, on sent dans la voix, dans l'énergie qui se passe, qu'il y a une espèce de truc qui bloque. Et puis, c'est difficile de vraiment les autoriser enfin, c'est pas moi qui les autorise, mais à les faire se sentir autorisés sans être déloyal à qui que ce soit, de se dire, tiens, mon rêve, ce serait de pouvoir faire ce job-là. Je sais pas ce que ça veut dire de faire ce job-là, mais pourquoi pas. J'ai des clients, des fois, où je leur dis, écoute, la fameuse baguette magique, j'ai jamais une baguette magique qui a tous les pouvoirs du monde. Si je pouvais réaliser un rêve pour toi, ce serait quoi? Alors d'abord, il y a un petit truc qui arrive, et tu leur dis, ok, c'est sympa, mais moi, je parle d'un vrai rêve. Et tout d'un coup, il y a un vrai truc qui vient. Alors, il y a le moment où on sent que la personne, elle est complètement connectée à qui elle est parce qu'elle part de son vrai rêve et puis elle brille et puis elle change de couleur et puis on est génial. Et à un moment donné, il y a le mental qui vient et ça fait ouais, mais en fait, c'est pas possible. Et c'est là où ça devient intéressant. Et puis là, on les questionne. Et puis pourquoi c'est pas possible? Et puis est-ce que tu t'es renseigné? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire de vouloir faire ce job? Et souvent, en première séance, quand ça arrive, parce que je fais mon atelier Ikigai où on va mettre le doigt sur la raison d'être et sa mission de vie. Ce qui arrive souvent, c'est que on met le doigt sur le rêve, mais on n'en fait pas grand-chose. Et je leur propose, d'ici la prochaine séance, juste de se reconnecter à ce qui est venu, de temps en temps, d'y penser, de s'immerger là-dedans. Et jusqu'à maintenant, j'ai quelquefois des clients qui arrivent en deuxième séance et me disent Laurent, tu vas jamais croire, vous allez jamais croire, ça dépend si vous voyez ou pas, mais il s'est passé un truc extraordinaire. Ah non, je vais sûrement pas vous croire, mais allez-y, parlez-en moi. Et puis souvent, c'est tout d'un coup quelqu'un qui contacte la personne en disant, je sais pas. Par exemple, là, j'avais une cliente qui rêvait d'être
assistante dans une classe d'école, parce qu'en Suisse, quand un enfant a des légers problèmes d'autisme ou comme ça, on les enclasse avec les autres enfants, puis on met un spécialiste avec pour l'accompagner dans le vivre avec les autres. Et elle rêvait de faire ça, parce que, d'ailleurs, j'ai des frissons qui viennent en même temps, donc il y a un truc qui se passe de juste. Et elle me raconte, justement, elle avait touché ce rêve du doigt, puis elle me raconte en deuxième sens, elle me dit, en fait, la directrice de l'école dans laquelle on était en commun quand on était enfant m'a appelé en milieu de semaine en me disant, pour l'année prochaine, la saison prochaine, je cherche des accompagnants en classe, et à chaque fois que j'y pense, je vois ton visage arriver, donc je t'appelle. Et en fait, c'est comme si l'univers avait envoyé l'information à l'école où ces enfants étaient, où nous on était, qui ont dit, mais Karen, elle cherche ce job-là. Et en fait, en plus, ça lui paraissait évident que cette personne-là était capable de faire ce job. Et du coup, on était un peu surpris, de dire, mais je comprends pas pourquoi, machin, pourquoi moi, et pourquoi est-ce qu'elle m'a appelé, c'est complètement bizarre, mais qu'est-ce que tu as fait, Laurent? Bah, rien de spécial, tu t'es juste connecté à ton rêve. Et ce qui était magique, c'est que derrière, il a fallu juste qu'elle s'autorise à que ce soit possible. Et depuis, ça fait maintenant, je crois, 2 ans, en tout cas 2 ans qu'elle est dans ce job-là, elle s'éclate complètement, et puis c'est elle complètement, quoi. Alors maintenant, c'est mon meilleur commercial. Donc, je vais bientôt m'engager comme commercial, je pense, parce qu'elle parle de moi autour d'elle à tout le monde. Et puis, j'ai pas mal de personnes qui me disent, ah ouais, il y a telle personne qui m'a parlé de vous. Je dis, ah, ok, d'accord, encore elle. Donc, c'est super intéressant, mais il y a cette magie quand on se connecte à qui on est vraiment, tout d'un coup, c'est comme si les choses s'alignaient et que l'univers complétait pour nous, en fait, quelque part. Après, il faut être capable d'entendre et d'ouvrir et puis de dire oui quand on a l'opportunité qui vient, mais ça se passe vraiment, quoi. C'est pas un truc sorti de nulle part. Et est-ce que, pour revenir à la notion de richesse ou de pauvreté, est-ce que pour toi, clairement, ce sont des thèmes ou des mots, des aspirations ou des peurs qui sont réellement eh bien, nommées clairement quand les gens viennent te voir et que tu intègres la notion d'argent, en fait, de la relation à l'argent? Non, je crois que c'est pas des mots qui sont utilisés directement, c'est des sous-entendus, c'est des choses comme ça. Et puis alors bien sûr, en tant qu'accompagnant, nous on va poser la question, qui bah voilà. Et puis qu'est-ce que ça te ferait d'être riche un jour, par exemple? Alors tout de suite ça se bloque. Et puis après, moi une fois on m'a posé la question, mais c'est quoi? Enfin, à partir de combien tu es riche? Alors j'ai eu un moment de blanc, puis je me suis dit, attends, est-ce qu'il y a un critère de montant d'argent qui veut dire qu'on est riche ou pas? Déjà, ça dépend où on habite, ça dépend de comment on vit, enfin voilà. Et puis c'est là où le thème de notre entretien d'aujourd'hui m'a parlé, c'est que je me suis dit qu'en fait, la richesse, c'était pas une question de montant, quoi. C'était juste une question de comment on se sent avec ça. Alors moi, par exemple, le critère, c'est de me dire que je peux contribuer à ma mission, ou je peux faire plaisir à ma famille, on peut aller en vacances, etc., sans se poser de questions, sans économiser 3 francs ou 3 euros tous les mois, etc. C'est vraiment de se dire, OK, on va aller là-bas, c'est raisonnable, c'est juste pour nous, on y va. Pour moi, c'est ça la forme de richesse, en fait. C'est d'enlever le souci du manque d'argent et que ce soit fluide et que les choses arrivent de manière juste. Donc, pour moi, c'est ça la richesse. Et les clients, généralement, en posant 2 ou 3 fois la question, c'est souvent un peu à cette réflexion qu'ils arrivent. Ils disent, mais en fait, pour moi, le jour où je serai riche, c'est plutôt le jour où je me ferai plus de soucis d'argent. Alors, il y a l'argent qui est en filigrane, comme ça, là, qui dit, ouais, la richesse est en lien avec l'argent. Mais en fait, souvent, on se reconnecte à ces enfants qui habitent en Afrique dans des endroits complètement paumés. Donc, si on prend l'argent comme un élément de richesse, ils ne seront jamais riches parce que peut-être même ils n'ont jamais vu ce que c'est de l'argent. Et malgré tout, ils sont super heureux dans leur vie, quoi. Enfin, dans leur réalité, c'est normal et ils le vivent super bien. Et du coup, la richesse, et si c'était juste la capacité à accueillir le bonheur, tiens, ça c'est intéressant ce qui me vient tout d'un coup. C'est juste de dire, waouh, c'est chouette. Et on est riche de tout ce qu'on peut amener, recevoir. C'est vraiment ça, moi. Moi, la richesse, pour moi, c'est en entreprise aussi, la richesse, c'est la diversité, c'est la complémentarité des compétences dans une équipe, la capacité d'échanger dans l'équipe pour grandir ensemble. C'est ça la richesse. Ça n'a rien à voir avec l'argent, en fait. En fait, comme je fais souvent, je regarde toujours un peu les définitions pour voir un peu d'où on part, ou en tout cas de quoi est-ce qu'on parle, sachant que il y a autant de définitions que de dictionnaires ou d'angles de vue.
Et j'avais regardé en fait tout simplement à richesse. Et en fait, quand on parle de richesse dans ces dictionnaires, il y a d'abord l'opulence. L'opulence, bien sûr, de biens, de matériel, de valeur, d'objets de valeur ou d'argent. J'aimais bien aussi, ça touche un peu à ce qu'on approche là, c'est l'ensemble des moyens qui sont à notre disposition et qu'on peut utiliser à notre guise pour satisfaire nos besoins, nos envies aussi de vie, nos désirs. C'est vrai que ça parle aussi de l'abondance naturelle, c'est-à-dire, j'ai bien aimé dans la définition que j'ai trouvée quand on parle de terre riche, une terre qui est riche, dans laquelle tu vas pouvoir planter ce que tu veux, ça poussera. Et je trouvais que c'était un beau, une belle définition aussi de ce qui nous entoure et de la richesse qui est à notre portée au-delà des objets de valeur, ou en tout cas quand je dis de valeur, dans le sens économique, ou en tout cas fiduciaire, dans le sens fiduciaire. Et j'avais trouvé ça intéressant. Et la pauvreté, c'est manquer, en fait, quand on manque de tout ce qui nous est nécessaire, de tout ce dont on a besoin, ou en tout cas d'une majorité de choses dont on a besoin et qui sont nécessaires à notre vie. Et ça ramène aussi à une forme de stérilité, si on parle de la terre riche, par exemple. Et je me suis dit, mais bon sang, c'est vrai que c'est un terme, ce sont des termes qu'on va utiliser de manière quotidienne, régulière, et elles vont avoir une signification différente en fonction du contexte. Par exemple, quand on va comparer les pays, on va parler des pays riches, des pays pauvres. Et c'est vrai que ça, c'est toujours très, du coup, c'est toujours très violent, en fait, comme comparaison. Mais en même temps, ce sont des outils de mesure économique avec des indicateurs bien précis. Et en fait, dans les pays pauvres, on va se baser sur des critères de mesure, le PIB, le taux de chômage, donc très financier, très mathématique, mais aussi, on va parler aussi pour les pays riches de tous les facteurs de vie au quotidien, c'est-à-dire tous les services ou tout ce à quoi la population elle a accès et qui permet d'améliorer le niveau de vie. Donc ça va être l'éducation, ça va être la qualité des soins, ça va être les routes, peu importe, mais aussi, je crois, les richesses naturelles des pays. Notamment, est-ce qu'il y a de l'agriculture en abondance, est-ce qu'il y a de tout ce dont les gens en fait ont besoin pour vivre, prospérer, s'épanouir. Donc on voit bien que c'est quand même riche, pauvre. Oui, bien sûr, on va se dire il y a des notions de montant pour cataloguer. Et moi qui travaillais dans la banque avant, on cataloguait un peu, on classifiait les portefeuilles que nous allions suivre en fonction des revenus, des capitaux à disposition, des biens immobiliers. En fait, il y avait vraiment cette classification qui pouvait nous faire caser les gens en fonction de riches, pauvres, etc. Et c'est vrai que j'avais trouvé ça, je trouve ça toujours intéressant d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière les mots. Et au-delà des notions économiques, c'est là où je crois qu'on se rejoint, c'est que c'est plus une question de où est-ce qu'on regarde, d'état d'esprit, de ce qu'on voit. Alors regarder, mais ce qu'on voit aussi, ce qu'on reconnaît comme richesse autour de nous. Et c'est vrai que là, on va arriver à, par exemple, dans la définition que j'ai vue, il y a aussi la richesse d'une langue. J'avais pas pensé à ça non plus. En fonction des mots, en fonction de la quantité de mots ou la diversité de mots, d'élocutions possibles dans une langue, ça fait une langue riche. Il y a énormément de choses comme ça qui prennent sens. Et la pauvreté, en termes de non visible, ça va être aussi vu comme un manque d'esprit, un manque d'ouverture, un manque de foi, un manque
voilà, un manque peut-être de connexion, et là, ça m'amène directement à ton sujet, un manque de connexion à soi. Quand on n'est pas connecté à soi, on est dans une forme de pauvreté d'être, en fait. C'est un peu rude de le dire comme ça, mais je dirais que quand on n'est pas connecté à soi, on n'est pas le capitaine de nos vies. J'ai envie de reprendre l'expression de je ne sais plus quel film qui disait je suis le capitaine de ma vie. Euh, En fait, je subis ma vie, en fait, quelque part. Je suis dans une espèce de d'habitude ou d'endoctrinement dans lequel on m'a mis. Il faut te réveiller le matin, il faut aller travailler, il faut revenir, il faut t'occuper des enfants, il faut ci, il faut ça, il faut ça. Et en fait, on rentre dans un moule, qui quelque part a été imposé ou qui est juste là et que les gens s'y adaptent. Et qu'en fait, simplement, c'est que quand on souffre de ça, que tout d'un coup, on va se poser la question, mais pourquoi? Ou alors, il y a des gens, ben, malheureusement, ils peuvent aller jusqu'au burn-out, jusqu'à un gros problème de santé ou un accident, et qui se disent, waouh, en fait, j'ai joué ma vie, et maintenant, j'ai envie que ma deuxième vie commence maintenant, et que ce soit la vraie vie, là où je suis vraiment à ma place. Et c'est là où, tout d'un coup, on commence à prendre conscience de ce qui nous entoure, la richesse des relations avec les gens qu'on connaît, la richesse de la nature, de la diversité, des animaux, et tout ça. Et tout d'un coup, on se connecte à quelque chose qu'avant, simplement, on ne voyait pas parce qu'on voulait pas le voir, mais simplement parce que c'était quelque chose qu'on nous avait pas appris à faire, quoi. Moi, j'entends beaucoup de parents qui ont des enfants à l'âge de choisir leur voie pour la suite, mais on va pas leur demander mais quelle est ta raison d'être et qu'est-ce qui t'anime dans la vie. On va leur dire ouais, t'es bon en maths, va en scientifique. T'es bon en français, va en littéraire. Et en fait, ils font ça. Alors ils pensent que c'est juste. Alors ils font ce cursus. Après, ils arrivent choisir université ou pas, ou travail, et tout d'un coup ils se disent bah, je sais pas quoi faire, bah, je vais à l'université, comme ça je suis un truc qui va pas trop me poser de questions. Ils font encore quelques années d'études, puis ils arrivent à un moment donné dans un métier, ils se disent oh bah en fait ce métier-là il me plaît pas, mais ça fait plaisir à mes parents que je fasse ça, parce que bah voilà, mon enfant est, je sais pas, médecin ou je ne sais pas, ils sont super heureux. En fait, la personne elle s'ennuie et le corps va commencer à faire sentir à la personne que quelque chose n'est pas aligné. C'est là où ça rejoint une des autres activités que je fais, qui est le décodage émotionnel des maladies, parce que moi, je pense que le corps nous parle beaucoup et que les maladies, c'est une conséquence de ça. Et à un moment donné, le corps, comme il sait plus comment nous faire réagir, eh ben, il nous coupe. C'est-à-dire qu'il coupe la connexion entre le mental et puis le cœur. Et c'est ça que moi, j'appelle le burn-out. Alors, je n'ai pas fait des études scientifiques dans le domaine pour dire que c'est vraiment ça, mais c'est vraiment le sentiment que le cœur dit stop au mental de diriger la vie dans un mauvais sens. Du coup, on s'arrête, on peut plus rien faire. Et puis, enfin, je crois que c'est un domaine que tu connais, et il faut un certain temps jusqu'à ce que le cœur se dise, OK, le mental, maintenant que tu as compris certaines choses, tu peux reprendre la main petit à petit, mais reva à l'essentiel, quoi. Et dès qu'on commence à retourner dans le mauvais sens, bam, on retombe malade, parce que finalement, le corps, il dit, non, attends, il a fait une fois, pas deux, quoi. Donc, il y a vraiment cette notion de se reconnecter à son essence, c'est sortir du moule dans lequel on a baigné tout le temps. Et c'est pas une mauvaise intention de nos parents ou quoi que ce soit. C'est juste qu'ils ont fait comme on a fait avec eux quand ils étaient enfants eux-mêmes. Et je crois qu'on arrive aujourd'hui dans un monde dans lequel on a tellement accès à plein d'informations qu'on se rend compte que c'est pas normal de faire, d'avoir un travail où on s'amuse pas, etc. Et qu'on se dit, ben, peut-être que c'est le moment de faire un truc qui me parle vraiment. Enfin, il y en a qui y arrivent, pourquoi pas moi, finalement. Et petit à petit, ben voilà. C'est quelque chose qui vient de plus en plus et que les gens ont besoin de trouver du sens dans leur vie. Et des fois, c'est simplement dans l'environnement et le travail dans lequel ils sont. Le but, c'est pas forcément qu'ils partent de là où ils sont, c'est juste qu'ils se reconnectent au sens qui leur parle et que du coup, quand ils font ce qu'ils font au travail, pour autant que ce soit compatible, ils disent non, mais en fait, quand je fais ça, ça répond à ça. Et c'est ça qui me nourrit dans la vie. Donc, c'est OK, je peux rester où je suis, mais maintenant, je sais pourquoi j'y suis. En Après, si fait, c'est complètement à l'inverse, ça va pas. tu parles de se connecter à une vie riche de sens, en fait. C'est vraiment le sens qui colle à notre essence naturelle. Et c'est aussi, ça traduit, je crois, une attitude qui devient, à mon sens, moi qui suis passée par burn-out, alors que j'avais l'impression je ne voyais rien venir, mais c'est une attitude, je crois, qui est essentielle de savoir reconnaître toute forme de richesse autour de nous, quelle que soit la situation. Alors, bien sûr, il faut parfois un temps
un temps de recul pour voir qu'il y avait des pépites cachées, mais et ça me fait arriver au fait que au-delà de l'argent, au-delà de la situation financière qui est aussi importante à appréhender, l'idée n'est pas de dire ne regardons pas du tout l'argent, pas du tout, mais au-delà de ça, nous sommes entourés de richesses, nous sommes bâtis de richesses naturelles, et peut-être que la vraie, enfin, l'une des grandes formes d'abondance qu'il convient de nourrir, c'est de savoir les voir, les regarder, les reconnaître, pour être aussi dans cette ouverture à l'abondance qui peut être aussi matérielle, financière, en fonction aussi des critères et des besoins de chacun. Il y a un truc intéressant là qui m'est venu en t'écoutant, c'est que quelque part, ce qui est notre richesse intrinsèque qu'on a en naissant, c'est nos talents. Et notre talent, si on arrive à l'identifier, alors il y a plusieurs manières de le faire. Soit on constate soi-même qu'il y a des choses qu'on fait facilement alors que d'autres ont un peu de mal à le faire. Ou souvent, enfin moi ça m'est arrivé où tout d'un coup quelqu'un me dit ouais, j'adore quand tu fais ça, ça a l'air vachement facile, tout simple. Pour moi c'est super compliqué, moi j'adore que tu le fais. Ben, en fait derrière ça il y a un talent que moi j'ai que l'autre n'a pas. Mais lui il a des talents dans un domaine dans lequel moi je ne suis pas du tout talentueux, ni même carrément compétent. Et souvent, c'est là, mais soit on ne le voit pas, on s'y est pas connecté, parce que des fois, il y a aussi des choses qu'on met dans notre part d'ombre, parce que c'était pas utile au moment où on était enfant pour acquérir l'amour de nos parents ou de nos professeurs à l'école. Du coup, on cachait des parts de nous dans notre part d'ombre. Et des fois, il y a des talents qui sont cachés là-dedans. Donc, de les révéler, de se les réapproprier, ça permet de mettre ce talent au service de cette fameuse mission de vie. Par exemple, moi, ma mission de vie, c'est d'aider les gens à se reconnecter à leur essence et de l'incarner. Eh bien, quel est ton vrai talent? Comment on va le chercher? Alors, bien sûr, quand on pose juste la question comme ça, le mental, il dit, j'ai pas de talent, ou alors c'est un petit talent, machin. Moi, j'utilise des images qui permettent d'aller plus loin, d'aller casser un petit peu la protection du mental. Et on se rend compte qu'au fond de nous, on sait, parce qu'on a déjà vécu des moments dans la vie où on l'a vécu, on s'est dit, waouh, c'est génial, j'arrive à faire ça, et en plus, j'adore le faire. Mais notre mental, il a bloqué, ou l'éducation a dit, non, mais ça, c'est pas bien, il faut pas faire ça, ou bien. Par exemple, j'ai un ami qui avait commencé des études en scientifique, d'ailleurs, parce qu'il est très bon en mathématiques et en sciences. Et après 2 ans d'université, il a dit à ses parents, je vais arrêter l'université, je vais faire horticulteur. Des designers en horticulture. Il adorait ça, il adorait les plantes, il n'avait jamais osé le dire. Et puis tout d'un coup, il s'est dit, mais j'en ai marre de faire des études pour rien. Et ses parents, ils se sont dit, enfin, je les connais, le père, il me dit, mais en fait, nous, ce qui nous a le plus questionné, c'est qu'en fait, quand il était enfant, il passait son temps à gratter la terre et à jouer avec les plantes. Donc c'était déjà là à l'époque. Mais en fait, on nous a pas appris que c'est peut-être un signe de sa mission de vie, en fait. On s'est dit, il va à l'école, il est bon en maths, on va le mettre dans un cursus de maths. En plus, ses parents n'avaient pas forcément fait d'études universitaires, alors ils avaient maintenant de l'argent pour lui payer les études. J'étais super heureux et fier qu'il puisse faire ça. Ils s'imaginaient qu'il aurait une grande carrière comme ingénieur, comme je ne sais pas quoi. Mais en fait, juste que le gamin, ça ne le faisait pas kiffer du tout. Il y avait une partie qui était fière de faire plaisir à ses parents. On est tous aussi là pour rendre fiers nos parents. Mais au fond de lui, il n'était pas heureux, quoi. Quand il allait à lui, au cours et tout, il s'ennuyait à mourir. Et du coup, il a dit, bah, maintenant, je vais faire horticulteur. Maintenant, il est horticulteur dans une ville. Il s'occupe des espaces verts avec d'autres employés, bien sûr. Il se forme à ça. Je crois que maintenant, la formation est arrêtée, mais il a fini la formation. Maintenant, il est vraiment employé. Mais lui, son rêve, c'est de faire des designs de jardins dans des grandes propriétés. Et ici, dans la région, je ne te dis pas, il y en a des magnifiques. Et c'est ça, c'est créer les fleurs, les plantes, les arrangements, les couleurs, les harmonies. C'est ça qui le nourrit. C'est pas des chiffres et le fait d'être ingénieur. Donc, c'est comment on se connecte à qui on est vraiment, en fait. C'est ça, en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est cette forme de richesse d'être soi qui, longtemps, alors j'espère de moins en moins, après, on est quand même, on revient de loin en termes de reconnaissance de notre richesse intrinsèque, propre. Le tout, c'est de savoir que ça a une valeur, ces talents et ces affinités que nous avons et qui bâtissent en fait notre raison d'être, comme tu l'appelles. Et
Et je trouve, alors souvent, quand on fait des accompagnements, toi je ne sais pas, mais moi souvent quand je fais des accompagnements, les personnes me disent, mais c'est dingue parce qu'on ne parle pas tant que ça d'argent, de finances, de biens, mais c'est vraiment un voyage pour aller reconnaître notre richesse en tant qu'individu, quelles que soient les situations. Et c'est vraiment ça qui va nourrir cette espèce de... la richesse, en fait, ça me fait penser aussi à quand tu trouves une réserve naturelle ou comment on appelle ça, tu découvres comment on appelle, tu sais, quand il y a les pierres précieuses ou les... le mot m'échappe. Mais bref, quand tu découvres en fait qu'il existe cette richesse là intérieure, eh bien tu peux, et c'est l'objet de ton métier aussi, toi, si tu veux bien qu'on aille là-dessus, par rapport au fait où tu amènes les gens à découvrir leur soi-mémitude, ce que tu appelles la soi-mémitude, bah, c'est vraiment d'aller se connecter d'abord à cette richesse d'être que nous avons et de se baser en fait là-dessus pour que ça rayonne sur le reste et que et éventuellement, en tout cas, ça puisse servir de fondation pour construire la vie matérielle dont on rêve en fait. Oui, et en même temps, là, que tu parles de la vie matérielle dans ton rêve, j'aurais presque envie d'enlever le mot matériel, en fait. Oui, mais quand je dis matériel, c'est pas que l'objet, c'est dans la matière où je veux me loger, où ce que je vais dormir. Tu vois, c'est vraiment. Alors, c'est vrai que souvent, quand je dis matériel, c'est pas tant l'acquisition de matériel, c'est comment je m'installe dans la matière, en fait. Moi, je crois beaucoup au fait que, pour moi, une des très grosses richesses, c'est la capacité de choisir de ne pas faire ce qu'on n'aime pas. De pouvoir se dire, j'ai la liberté, par exemple, quand j'ai des clients qui me contactent, qui disent, enfin, ils sont pas encore clients, mais ils sont intéressés par ce que je propose sur YouTube, ça leur parle, ils disent, ah, bah, tiens, qu'est-ce qu'on peut me proposer? Moi, j'ai envie de garder, même si des fois, financièrement, ça peut être un peu compliqué, et puis que j'avais envie presque de prendre tous les clients qui viennent parce que j'ai besoin d'argent. Non, sors de ça. Je veux aussi avoir la richesse de me dire, ce client-là, j'ai pas envie de travailler avec lui parce qu'il y a un truc qui est pas comme j'aimerais que ce soit. Et je sais, alors ça c'est l'expérience qui parle, si au début déjà il y a un ressenti qui dit, ce client-là je le sens pas, si je lui propose un parcours de 10 séances, comme on fait souvent en coaching, je sais que ça va être 10 séances compliquées. C'est des séances où 2 jours avant j'aurai la boule au ventre parce que je ne saurais pas quoi faire, etc. Enfin, je ne saurais pas quoi lui amener, il n'aura pas envie, ce sera vous comme coaching. Et c'est de la richesse, c'est de se dire, mon intuition me dit qu'avec ce client-là, ce n'est pas le bon moment. Ça sera peut-être le moment plus tard pour lui, mais aujourd'hui, il n'est pas prêt à aller vraiment se questionner, à changer quelque chose dans sa vie. Et moi, si j'accompagne quelqu'un à se connecter à sa soi-métude, c'est pas juste pour passer 3 heures ensemble, puis savoir sa raison d'être, puis retourner à sa vie d'avant. Moi, mon but, c'est vraiment qu'ils se disent, bah tiens, effectivement, ça me parle, j'aimerais vivre cette vie-là, pourquoi je ne la dis pas aujourd'hui? Et du coup, là, on va aller faire la paix avec son histoire, comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'y arrive pas, qu'est-ce qui est compliqué. Mais c'est aller au bout du truc, qui c'est pas juste, ouais, je viens juste faire mon ikigai pour savoir ma raison d'être, qu'après je retournerai travailler et puis m'ennuyer. Non, ça, j'ai pas envie de faire ça. Aujourd'hui, quand quelqu'un me dit, je veux juste faire l'atelier ikigai, je dis non, je ne le fais pas. C'est minimum 2 séances de plus, parce que derrière, on va vraiment réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire de faire ton ikigai. Comment est-ce qu'on pourrait incarner ça? Et il y a aussi le côté où le mental va dire, oulala, mon Dieu, qu'est-ce que c'est qui est venu là? Ça me fait peur, je ne veux surtout pas. Parce que le mental, il a 3 fonctions principales, c'est la sécurité, c'est le confort et le plaisir. Donc si le mental il dit, oula, si je vais dans ce domaine-là, je vais perdre un de ces 3 trucs, il manipule le mur, il oublie l'ikigai. Et j'ai au début de mes ateliers ikigai, j'ai des gens qui venaient juste faire l'atelier ikigai. Et ils disaient, ouais, je vais réfléchir et je vous recontacte. Et je ne les ai jamais revenus. Et ils ont un truc qui est dans mon pouvoir et qui ne sert plus à rien. Ça me fait penser à une forme de travail qui est amorcé, mais qui reste stérile, qui ne donne rien. Ils ont besoin d'être accompagnés pour aller au-delà des peurs qui sont là, qui tout le monde a. Même moi, j'ai eu à un moment donné. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont aidé à les creuser. Puis, je disais, mais non, mais en fait, c'est juste une histoire que tu te racontes. Et puis, on fait la paix avec quelque chose. Mais c'est vraiment
la richesse de choisir ce qui est juste pour soi, parce qu'on ne se sent pas obligé, parce que si je le fais pas, j'aurai pas d'argent et du coup, je risque de mourir parce que si on creuse la peur du manque d'argent, à la fin, on a peur d'en mourir, en fait. Alors, on habite en Suisse, dans un pays où on a la chance d'avoir des aides, etc. Enfin, mourir parce qu'on n'a plus d'argent, je crois que dans nos pays occidentaux développés, c'est difficile, quoi. Voire même impossible. D'ailleurs, il y a bien des pays, entre guillemets, pauvres, où ils n'ont pas d'argent et pourtant ils vivent. Bah ouais. Aussi. Comment est-ce que tu pourrais... est-ce que enfin, la question est peut-être un peu réductrice, mais penses-tu que l'argent puisse être au service de cette soi-mémitude? Enfin, dans quelle mesure est-ce qu'il peut servir la soi-mémitude? Parce que là, on a bien dit que en allant dans cette soi-mémitude, on peut trouver la voie qui nous correspond et qui nous permet d'être rémunérés pour ce que nous allons faire. Et si je regarde dans l'autre sens, est-ce que tu penses que comment est-ce que tu pourrais faire ce lien dans le sens inverse? Est-ce que l'argent peut être au service de la soi-mémitude? Alors pour moi, c'est que chaque personne a sa propre raison d'être, donc sa propre soi-mémitude, si on veut bien. Et des fois, certaines raisons d'être, c'est de rendre sourire à des enfants qui ont eu un parcours de vie chaotique, et puis, c'est rendre le sourire, c'est permettre aux enfants, par exemple, il y a des associations qui organisent que chaque enfant puisse partir en vacances en été, parce qu'il y en a qui, malheureusement, encore de nos jours, ne peuvent pas. Mais ça demande de l'argent, en fait, ça demande des moyens financiers. Donc, si on a un problème avec l'argent ou une relation à l'argent difficile, lever des moyens, aller demander à des aides, à des fondations de nous aider et tout, quelque part, on va avoir ce fameux profil de repousseur, par exemple, par rapport à l'argent, en fait, on n'arrivera pas à obtenir cet argent qui permettra de réaliser notre raison d'être, en fait. C'est pas pour s'enrichir personnellement, c'est pour pouvoir contribuer à notre projet. Moi, par exemple... Ou c'est s'enrichir de notre projet. Et enrichir au-delà de... Moi, l'argent, ce qui me permet, si je travaille avec une entreprise où forcément les prix sont un peu plus intéressants sur une journée de travail, ça nous apporte un peu d'argent, c'est d'avoir des missions qui sont plus lucratives pour pouvoir tout d'un coup, une personne qui a très très peu de moyens, mais qui a un projet de vie qui me parle, qui me touche, qui m'émeut, qui me fait pleurer. Même des fois, j'ai des clients qui me font pleurer parce que c'est tellement beau ce qu'ils amènent. Et peut-être qu'ils ont juste pas d'argent, mais ils sont prêts à, je sais pas, à venir laver ma voiture, tourner mon gazon en échange de l'accompagnement que je fais. Eh ben, je serais content d'avoir assez d'argent pour pouvoir faire ça. Parce que pour payer mon loyer, si je leur dis, écoutez, il y a un gars qui a pondu mon gazon, c'est OK pour le loyer, on va me prendre pour un fou. Mais d'avoir de l'argent quand même qui rentre, peut-être des fois en plus en abondance que d'autres dans certains domaines, ça permet de me dire, dans d'autres domaines, je peux aider quelqu'un qui a peu de moyens, mais qui a une ambition tellement belle pour mes valeurs aussi, d'amener une vie, je sais pas, plus durable, plus écologique ou je ne sais quoi. Et j'ai envie d'aider cette personne, même s'il n'a pas d'argent. J'ai besoin d'argent à un moment donné pour faire ça aussi. Donc voilà, l'argent pour moi c'est ça le lien dans la soi-mémitude. Souvent une contribution à l'autre. Alors on peut faire tout ce qui émane de nous simplement, bien sûr, mais tout d'un coup on a besoin de, je sais pas, organiser un bus pour prendre 20 enfants pour aller faire une activité. En fait, pour payer ce qui est payable. Payer ce qui peut. On doit faire la paix avec l'argent aussi, parce que si on repousse inconsciemment, l'argent ne vient jamais en fait. Tout à fait. Ce qui fait que une pseudo-conclusion, mais c'est vrai que ça me fait écho de dire, c'est vraiment une forme d'état d'esprit, quand même, riche ou pauvre, parce que je peux très bien être aisé financièrement et pauvre, entre guillemets, d'esprit, de joie, de vie, de sens, ça arrive. Je peux aussi, donc je peux être riche avec et sans argent, je peux être pauvre avec et sans argent. En fait, tout dépend du curseur et de l'élément de mesure qu'on va utiliser, mais la richesse de la vie, heureusement, ne se limite pas à ce qu'on a pu acquérir, acheter ou vendre dans notre histoire, en fait. Ouais, ou bien par exemple, l'expression qui est en train de me venir, des fois, on peut dire à des gens, oh, pauvre de toi, t'as vraiment pas le choix, t'es triste. Mais pour moi, c'est juste une question d'état d'esprit, parce qu'en fait, oui, ça peut paraître
difficile, oui, tu es peut-être dans une période compliquée, mais il y a toujours quelque chose à faire. Peut-être ne serait-ce que de demander de l'aide autour de toi pour avoir d'autres ressources pour t'aider à aller plus loin. Tu as peut-être eu des difficultés à un moment donné dans ta vie, mais la vie s'arrête pas à ça. Alors, quand on pousse la philosophie un peu loin, on peut se dire que tout ce qui nous arrive, c'est une question de choix. Alors, on peut dire, oui, mais des fois, on n'a pas le choix. Ben oui, il y a un moment donné, on a quand même fait un choix d'accepter la situation. Parce qu'il y a des gens. Tu as le choix de rester ou de partir, tu as le choix de regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide. Enfin, vraiment, c'est un choix aussi qui n'est pas toujours conscient. C'est-à-dire, ça dépend aussi ça dépend beaucoup de notre conditionnement et de notre façon d'avoir appris. Et j'ai envie de conclure, si c'est possible comme ça, de dire, en fait, on est tous riches de quelque chose et pauvres, enfin riches en une manière et pauvres également, quels que soient nos moyens financiers. Et même en fonction de nos moyens financiers, on reste quand même, il y a des domaines dans lesquels on est pauvre et d'autres où on est riche. Je ne sais pas si ça te convient comme… Oui, ça me parle. Et puis, il y a aussi je crois que quand on est dans un état d'esprit de richesse, d'abondance, de joie, c'est comme je disais avant quand je racontais le fait que des fois, juste de se connecter à son rêve, ça fait venir des choses. Mais quand on est dans cette vibration positive, en fait, on attire des choses à nous qui, souvent, vont aussi aider à avoir du succès dans son travail, dans son entrepreneuriat, dans sa vie, et puis d'avoir des rencontres qui sont déterminantes pour nos projets. Et c'est ça, pour moi, toute cette richesse, en fait. Il y a des fois des gens qu'on rencontre et que on aurait espéré faire un contrat avec elles, mais en fait, on va pas faire de contrat avec elles. Mais par contre, elles vont parler à 3 personnes qui, peut-être, elles vont faire un contrat avec nous. Donc, même cette rencontre-là n'a pas généré de richesse pécuniaire, mais elle était tellement riche en discussion, en inspiration, qu'elle va en parler autour d'elle. Et puis, du coup, il va y avoir 3 contrats au lieu d'un, en fait. Oui, ça montre bien que l'abondance n'est pas toujours là où on n'a pas toujours le visage et la forme qu'on attend d'elle, en fait. Ouais. C'est ça. Mais pour moi, on peut conclure là-dessus parce que c'est tellement un sujet vaste qu'on pourrait passer le week-end. Mais je ne suis pas sûr que la batterie de mon téléphone tiendrait tout le week-end sans s'arrêter. Est-ce que tu as une actualité particulière en ce moment, Laurent? Actualité particulière, non. Pas de particularité. C'est juste que je suis dans une période dans laquelle les choses sont de plus en plus simples et fluides. Et j'accueille ça avec grand plaisir. Et puis, voilà, je suis à disposition de tout humain qui veut se reconnecter à qui il est vraiment et le vivre tous les jours. Voilà, c'est ça, on peut te retrouver sur Instagram, on peut te retrouver sur LinkedIn, sur Facebook. Il y a à chaque fois des liens vers mon site internet pour me contacter, pour faire un entretien gratuit juste pour en discuter ou pour aller plus loin. Enfin voilà. Eh bien, Laurent, merci beaucoup pour cette riche conversation. Oui. Merci à toi, et puis merci pour l'opportunité, et puis à bientôt. À très bientôt pour nos discussions riches de sens ou pas, parfois, mais ça a toujours un sens pour nous en tout cas. Je te taguerai dans la légende et puis je t'enverrai également la vidéo puisque tu m'as montré comment faire. Et merci encore d'avoir fait ce jeu de la discussion en live avec moi. Je te remercie, je te dis à très bientôt. À très bientôt, merci. Salut. Bye.